On va parler du cancer du côlon. C'est le troisième cancer le plus fréquent à l'échelle mondiale, avec une incidence croissance dans les économies émergentes et aussi chez les jeunes adultes. Donc, c'est un élément important sur lequel on va revenir. Et il y a des perspectives aussi de dépistage et de traitement qui évoluent. Donc, c'est un élément important, le cancer du côlon. On va parler de l'épidémiologie, de facteurs de risque, de la prévention et de tout ce qui concerne les approches thérapeutiques. Il y en a plusieurs. Il y a des revues, euh, des approches de prise en charge qui évoluent actuellement. Donc, on va aborder tout ça dans quelques instants. Alors, globalement, si on regarde à l'échelle mondiale, c'est près de 2 millions de nouveaux cas en 2022 et à peu près 1 million de décès, donc un peu moins de la moitié. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, beaucoup de personnes qui décèdent de ce cancer en 2022, ce qui est quand même encore important. C'est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième par mortalité. Donc, deuxième cause de mortalité. Donc, ça représente à l'échelle mondiale 10% des cancers, euh, tout confondu en termes de diagnostic, et 10% des décès par cancer. Et ça représente 2 millions de cas en 2020. Mais comme on va le voir, les projections actuelles montrent que ça a tendance à augmenter et ça augmentera encore dans les années qui viennent. L'âge médian, donc ça veut dire l'âge auquel la moitié ont cet âge et là, moins de cet âge et la moitié plus de cet âge, c'est 67 ans. Ça veut dire que, il y a 50% qui ont moins de 67 ans au moment du diagnostic et 50% qui ont plus de 67 ans. Mais lorsqu'on regarde un peu plus en détail, on voit que 10% des patients ont moins de 50 ans, donc ce qui est beaucoup. Il y a eu des progrès récents au niveau des connaissances en lien avec le cancer et au niveau des options thérapeutiques, au niveau de la survie globale. Donc, cette graphique, cette diapositive présente les répartitions. Donc, il y a une grande disparité entre pays avec, selon les cancers, des taux un peu plus importants. Donc, comme le cancer du sein à l'échelle mondiale, c'est vraiment le plus fréquent. Il y a la prostate qui est très fréquent dans plusieurs pays. Et on estime qu'en 2035, il y aura 2,5 millions de nouveaux cas de cancer en 2035, ce qui est beaucoup. Et quand on regarde la répartition par sexe, on voit que les hommes sont un peu plus atteints que les femmes. Alors, vous ne voyez pas les diapositives? Est-ce que tout le monde voit les diapositives ou pas? Bonjour, non, c'est pas clair pour moi. Ça Euh, bouge pas. Ça bouge pas. Alors, Et moi, c'est correct. OK. Donc, partage l'écran. Partage l'écran. Donnez-moi une seconde. Hop là. C'est ici. Oup. Hmm. Partager l'écran. Voilà. Là, cette fois-ci, vous l'avez sous les yeux. Est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que Chez vous... moi, c'est correct. Je sais pas si c'est pareil chez les autres, là. Et là, ça vient de changer. Est-ce que ça... Ouais, exactement. Aperçu global du cancer OK. Oui, colorectal. c'est bon, ça change. Parfait, super. Donc, je vais recommencer. Donc, à l'échelle mondiale, c'est près de 2 millions de cas de cancer en 2020 et à peu près un peu moins de la moitié qui sont décédés en 2020. Donc, troisième cancer le plus fréquent. C'est vraiment un enjeu important de santé. Et on voit que ça représente 10% de l'ensemble des nouveaux cas de cancer et 10% de l'ensemble des décès par cancer. Donc, c'est un fardeau important. Et l'âge médian, comme je disais, 50% ont moins de 67 ans et euh, quand même 10% parmi ces personnes ont moins de 50 ans. Donc ça, c'est un élément important. Et lorsqu'on regarde ici sur cette diapo, on voit que c'est sûr qu'il y a d'autres priorités en matière de cancer. Lorsqu'on parle de cancer, il faut voir les choses un peu de façon globale, mettre en perspective. Il y a d'autres cancers qui sont très importants,
comme le cancer du sein. Donc, on fera d'ailleurs des ateliers dessus, ou le cancer de la prostate. Mais quand même, on voit qu'il y a une place qui est importante pour le cancer colorectal. Et ici, dans cette diapo, on voit que les hommes, le taux d'incidence est de 24 pour 100 000 personnes. Donc ça, c'est chez les hommes. Et chez les femmes, de 16 pour 100 000 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus d'hommes que de femmes qui sont atteints de ce cancer, ce qui est quand même aussi un problème pour lequel on pourra revenir dessus. Il y a des facteurs de mode de vie comme la consommation importante d'alcool, qui est un facteur qui fait aussi la différence entre hommes et femmes. Mais il y a aussi certains facteurs hormonaux qui peuvent aussi jouer sur cette différence-là. Autre différence, c'est tout ce qui concerne la géographie. Donc, des patients situés en Europe, Océanie, Amérique du Nord, c'est des régions où l'incidence est beaucoup plus élevée que dans des régions comme l'Afrique ou les pays de l'Est. Mais là-bas, il y a aussi une émergence ces dernières années qui fait que c'est des cas qui augmentent de plus en plus. Donc, c'est important aussi de bien positionner ça. Là, sur cette graphique, on voit vraiment en détail la répartition. Donc, j'attire votre attention sur, ici, sur cette image du haut. On est chez les hommes. Et ici en bas, sur l'image du bas, chez les femmes. Et on peut voir que les pays où il y a la plus faible incidence, alors je rappelle pour ceux qui sont moins familiers, lorsqu'on parle d'incidence, on parle de nombre de nouveaux cas par rapport à une proportion donnée. Donc, l'incidence est différente de la prévalence. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas qui survient par rapport à une proportion d'une population, par rapport à une taille de population. Donc, c'est la proportion de cas dans la population donnée par période donnée. Habituellement, on donne l'incidence sur une année. Et la prévalence, c'est la somme cumulative de toutes les incidences qui se mettent pour donner le nombre de cas globaux. Donc, une maladie pour laquelle il y a une incidence très, très élevée et une mortalité très élevée aura une prévalence pas très forte. À l'inverse, une maladie pour laquelle il y a une incidence qui est faible, mais qui a une mortalité faible, on va avoir au fil du temps une accumulation qui fait que finalement la prévalence va augmenter et puis vous allez avoir une prévalence qui, au fil du temps, va de plus en plus être importante. Donc, c'est important d'avoir cette nuance-là. Donc, lorsqu'on regarde sur l'incidence, on voit qu'il y a des pays où l'incidence est très élevée, comme la Slovénie, ici, le Japon, les Pays-Bas, qui peuvent atteindre jusqu'à 55 cas pour 100 000. Et des pays où la prévalence est beaucoup plus faible, comme le Congo, le Bangladesh, Burkina Faso, où on est autour de 8 cas pour 100 000. Et globalement, chez les femmes, là aussi, il y a une différence avec ici comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, des pays où il y a une très grande prévalence et une très grande incidence. Donc, la plupart des pays qui sont émergents sont avec des incidences moins de 10 ou autour de 10 pour 100 000, alors que dans les autres pays, on voit que c'est en train de grimper de façon importante. Donc, très important d'avoir cette nuance-là. Ensuite, lorsqu'on regarde ici la répartition, donc on le voit sur ces données, c'est un peu ce que j'ai montré. Incidence très élevée, Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie de l'Est. Incidence intermédiaire, Amérique du Sud, Asie centrale, Europe de l'Est. Incidence plutôt faible, Afrique et Asie du Sud-Est. Donc, c'est des choses qui sont en train de changer puisque le mode de vie change aussi. Et donc, qui dit changement de mode de vie dit adoption des mauvaises habitudes dont on va parler, que vous allez avoir dans la diapo suivante. Donc,
les disparités en termes de revenus, donc avec l'indice de développement humain, donc qui est cet indice qui permet de comparer les pays les plus développés et les pays les moins développés. Dans cet indice-là, nous avons euh, un écart qui peut aller jusqu'à 7 par rapport à 30, donc quasiment en termes de revenus, un écart du triple, voire quadruple. Et dans l'évolution du niveau économique des pays, il faut effectivement, dans ce contexte-là, avoir des changements de vie anticipés. Parce que lorsqu'on regarde, on se projette sur les années qui viennent, en 1980, c'était essentiellement les pays développés. En 2020, donc on a une atteinte dans plusieurs pays. En 2035, les projections nous montrent jusqu'à 2,5 millions de nouveaux cas chaque année, avec cette tendance-là qui va augmenter de façon importante. Cette augmentation-là, on peut la quantifier parce que dans les pays comme en Afrique, on va avoir une augmentation de 95% de l'incidence des cancers colorectals. Dans les pays de l'Est, 92%. En Amérique latine, 74%. En Asie, 70%. Bon, on part d'une augmentation avec des incidences faibles. Donc, les chiffres peuvent apparaître très élevés, mais il faut se dire qu'on part avec une incidence faible. Donc, si vous calculez le delta d'augmentation, ça va quand même être plus faible que dans les pays à indice de développement humain très élevé. Donc, ça, c'est une des choses à avoir en tête. Lorsqu'on regarde maintenant en matière de cancer, on utilise toujours les deux indices, l'incidence et la prévalence, mais il y a un troisième indice qui est important, la mortalité. Et lorsqu'on regarde la mortalité, on a ici, selon les sexes, et on voit qu'en rouge et en bleu, donc l'incidence est en bleu, la mortalité en rouge. Donc on voit que des cancers comme le cancer du sein ont une très grande incidence et une mortalité qui est présente, mais pas très élevée. Alors que le cancer colorectal, on peut voir que la mortalité et l'incidence sont quand même assez élevées. Donc, on a parlé de 10 pour 100 000 pour la mortalité avec une incidence autour de 20 pour 100 000 en général, globalement. Donc, le cancer colorectal donc, a encore malheureusement ce problème de mortalité. Et comme on va le voir, c'est directement lié avec un problème de dépistage et de diagnostic. Et c'est ça qui va faire en sorte que on va essayer d'anticiper pour vraiment faire des dépistages précoces. Donc là, on voit ici que ce n'est pas tous les pays qui sont logés à la même enseigne, hein. Il y a des pays ou des régions, pardon, où bien que l'incidence soit faible, malheureusement, la mortalité est élevée. Donc, j'ai calculé le ratio mortalité sur incidence et on peut voir que ce ratio varie de 0,34, donc 9 pour 100 000 de mortalité, et 26 pour 100 000 d'incidence en Amérique du Nord. Donc, ça donne un ratio de 0,34. Alors qu'en Afrique, le ratio est de 0,70. Donc, 5,7 pour 100 000 de mortalité pour une incidence de 8 pour 100 000. Donc, ce qui est un ratio vraiment très élevé. Donc, c'est un élément important aussi à avoir en tête. Euh, Est-ce qu'il y en a qui peuvent écrire dans le groupe, dire aux personnes qui sont dans la salle d'attente de bien renommer leur compte Zoom parce qu'il y en a plusieurs qui se connectent avec iPhone X, Y, Z. Donc, si quelqu'un veut leur écrire et dire de renommer parce que sinon, on ne peut pas savoir qui c'est. Alors, donc au Canada, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont du Canada ici? Et j'ai regardé ce qui se passe en termes d'épidémiologie. Au Canada, on a des différences qui sont quand même importantes. Au Canada, on a 24 790 nouveaux cas de cancer colorectal en 2021. Et comme dans d'autres pays, donc c'est une prédominance masculine essentiellement. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, la prise en charge des cas de cancer repose sur une démarche provinciale. Donc, que ce soit les programmes de dépistage ou les traitements, puisque la santé est très liée aux provinces. Et ça, c'est quelque chose qui varie
d'un pays à l'autre, mais pour le Canada, donc les ressources de santé sont très liées aux provinces. Donc, l'impact est important puisque les molécules, comme on va parler de traitement, ont un coût important pour la santé. Donc, c'est des choses qui sont très importantes à avoir en tête. Donc, le coût pour la santé de ces maladies-là. Alors, je vous ai mis ici en 2023 les données où on voit que par rapport à 2021, en 2021, on avait 24 790, en 2023, on a 24 100, donc une légère diminution. Et on avait une survie à 5 ans de 65%, ce qui était une amélioration progressive au fil du temps et puis 9700 décès estimés. Donc, ça restait quand même au Canada, c'était la deuxième cause de mortalité par cancer, ce qui n'est pas négligeable quand même, même dans un pays avec des ressources importantes. Donc, le Québec. Donc, on se rapproche de plus en plus. On a vu donc le Canada. On a vu d'abord à l'échelle mondiale. On a vu au Canada. Maintenant, on regarde au Québec. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont ici dans la salle qui sont au Québec. C'est 6 000 cas par an, donc 6 000 nouveaux diagnostics. Ici, on voit que dans cette répartition, un peu plus d'hommes que de femmes, mais quand même 2700 cas de femmes. On a fait il y a 2 ou 3 ans un atelier avec une Camerounaise qui avait le cancer colorectal, qui a raconté son cas, son histoire, avec notamment tous les enjeux autour des symptômes qui évoluaient depuis longtemps, mais qui n'avaient pas été investigués parce qu'elle n'avait pas consulté ou qu'elle avait peur du diagnostic. Donc, on parlera de tout ça tout à l'heure lorsqu'on parlera de la prévention du diagnostic précoce. Donc, cet atelier-là, je vais vous le remettre dans le lien. Vous allez écouter son témoignage et c'était quand même assez poignant. Elle nous a raconté son parcours de soins et c'est quelque chose qui est important de prendre en compte lorsqu'on parle avec des proches parce que souvent les gens cachent les maladies, ce qui est dommage de ne pas dire ce qui se passe dans votre santé. Donc, les cancers colorectaux, parfois, peuvent commencer très tôt et ça va être aussi un danger pour les années qui viennent. Vous avez tous entendu parler de grandes personnalités. Il y avait un acteur du cinéma hollywoodien qui est décédé du cancer colorectal. Il y a plusieurs personnes connues, célèbres, dont certaines très jeunes. Donc, on parle de cancer colorectal à début précoce lorsque ça survient avant l'âge de 50 ans. Et c'est quelque chose qui de plus en plus est admis que lorsque les personnes avant 50 ans ont un cancer colorectal, c'est quand même très, très précoce. Donc, c'est de plus en plus un problème de santé majeur. Et les personnes qui ont un cancer colorectal avant l'âge de 50 ans, on peut voir ici que l'incidence augmente dans différentes populations, dans différents pays. Et ça, c'est important de pouvoir aussi revoir ça. Donc, l'incidence augmente dans différentes populations, dans différents pays. Alors, si on regarde cette augmentation, on était à 7,9 cas pour les 20 à 29 ans, 4,9 cas pour les 30 à 39 ans et 1,6% pour les 40 à 49 ans. Ça, c'est le pourcentage d'augmentation. Et les projections montrent une augmentation de 90% et 124% pour les cancers du côlon et du rectum pour les 20 à 30 ans. Donc ça, c'est important. Donc, très important d'avoir cette notion-là. Alors, là aussi, il y a une différence entre régions. Donc, Amérique du Nord, Océanie, Amérique latine, Asie, Afrique. Aucune région n'est épargnée, même si ça fait cette augmentation-là est présente, mais c'est dans toutes les régions. Donc, c'est vraiment important de comprendre que aucune région n'est épargnée. Donc, c'est fondamental. Et
les facteurs qu'on va voir, il y a des facteurs de risque qui sont propres à ces cas jeunes et on va pouvoir les identifier parce que ce sont des habitudes de vie qui commencent tôt. Une des choses que j'ai voulu mettre ici en exergue, c'est que les patients qui ont des cancers tôt, des cancers jeunes, souvent, c'est des personnes qui sont en âge de procréer et qu'il faut penser à faire la préservation de la procréation en conservant le sperme, les ovocytes. Et c'est des choses qu'il faut y penser parce que parfois, on n'a pas du tout on n'a pas du tout ce réflexe-là. Donc, euh, alors, maintenant, on va entrer dans les aspects diagnostiques et ensuite, on parlera de prévention. Mais jusqu'à présent, c'est important de comprendre que l'anatomie va jouer un rôle en lien directement avec le cancer. Donc, ici, on a la structure du côlon avec le côlon droit qui comprend le cécum, le côlon ascendant qui s'arrête à l'angle hépatique, ensuite le côlon transverse, le côlon gauche qui inclut l'angle splénique et puis le côlon descendant et le rectum. Donc, tout ça, c'est des éléments importants qui sont à prendre en compte dans l'anatomie pour bien comprendre parce qu'il y a des liens directement avec la vascularisation. Donc, la vascularisation du côlon. Donc, c'est vraiment important. Ici, dans les cancers, il y a plusieurs types. Il y a les adénocarcinomes, il y a les carcinomes mucineux, il y a les carcinomes à cellules en bague à chatons. Il y a d'autres types de cancers qui sont présents. Donc, les diagnostics, lorsqu'on va faire le diagnostic du cancer, l'histologie va être importante. D'où l'importance aussi de très rapidement pouvoir disposer de échantillons et aussi d'une équipe de laboratoire qui va faire cette analyse-là. Donc, c'est important d'avoir cette notion-là. Donc, que, avoir en tête que l'analyse histologique est importante parce que ça détermine non seulement les traitements, mais aussi les nouvelles approches. On parlera par exemple de l'immunothérapie, qui est une forme de traitement pour le cancer lorsqu'on a l'identification exacte de ce type, de ce profil cellulaire avec des récepteurs bien identifiés. Alors, comment ça se passe, le cancer? Et ça, c'est en général une évolution qu'on voit dans la plupart des cancers. Ça passe rarement du stade zéro au stade métastatique. Il y a souvent une évolution qui se fait de façon graduelle, de façon chronique. Donc, si on regarde au début, la muqueuse est saine. Donc, ça, c'est l'aspect de base, de départ. On a une muqueuse qui est saine. Et puis après, la muqueuse commence à se modifier et puis commence à avoir la présence de cryptes aberrantes, des petites lésions qu'on voit au microscope. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, ça commence à bourgeonner et ça donne ce qu'on appelle des adénomes. Les adénomes, c'est un peu les anomalies qu'on voit sur la paroi de la muqueuse de l'intestin. Je vais vous montrer des images tout à l'heure là. Ça fait comme des petits champignons. Et lorsque c'est petit, on peut les enlever, d'où l'avantage de ces coloscopies de dépistage. Et si on ne fait rien, donc on va avoir le stade de carcinome in situ, donc qui est le stade de cancer non invasif. Et puis après, si on ne fait rien, on va avoir le déplacement de ces cellules cancéreuses vers d'autres organes. Donc, on appelle ça donc, les métastases, carcinomes invasifs. Donc, c'est un peu comme ça que se fait la progression. Alors, est-ce qu'on peut prévenir le cancer?
la question, c'est quelles sont les choses qu'on peut faire. Il y a des facteurs modifiables et des facteurs pas modifiables. Dans les facteurs modifiables, il y a l'activité physique. Donc, faire une activité physique régulière modifie le risque de cancer. On va le voir avec une étude qui a été récemment publiée sur le syndrome de Lynch. Donc, c'est super intéressant. L'aspirine est anti-inflammatoire, c'est des effets protecteurs qui ont été prouvés, mais aussi c'est des traitements qui sont administrés chez des personnes qui prennent ces médicaments pour d'autres maladies. Donc, c'est des traitements qui sont efficaces, mais à la base, c'est utilisé pour d'autres maladies. Et donc, c'est pas à cause de ces effets protecteurs qu'on va vous encourager dès demain à vous mettre à prendre de l'aspirine ou des anti-inflammatoires. Par contre, l'alimentation riche en fibres, les fruits, légumes, céréales complètes, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et puis, les aliments riches en oméga 3 aussi. Donc, ça, c'est aussi des choses qui sont très efficaces, qui ont été démontrées, très intéressantes dans la prévention. À l'inverse, les facteurs qui sont associés à un risque augmenté, donc les facteurs qui augmentent le risque, donc il y en a plusieurs. Il y a l'alcool, donc la consommation régulière d'alcool augmente le risque. Il y a le tabac, il y a les viandes rouges, les viandes transformées, il y a le surpoids et l'obésité, il y a le diabète. Donc, tous ces facteurs sont associés à un risque très important. Donc, le surpoids, l'obésité, donc le tour de taille qui est un facteur indépendant. Ensuite, on a des facteurs de risque liés au cancer à début précoce. Donc, les cancers à début précoce sont effectivement multiples. Il y a les prédispositions génétiques, il y a les facteurs comme les changements du microbiome intestinal. On va voir que le microbiome intestinal intervient beaucoup dans cette maladie. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui montrent que effectivement le microbiome, lorsqu'il est modifié, ça commence à interagir sur la maladie. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête aussi, l'évolution. Et puis, il y a des facteurs sur lesquels les sujets jeunes euh, ont plus de risques d'avoir le cancer colorectal. Donc, c'est des facteurs qui s'appellent les maladies associées. Donc, les maladies associées comme les colites ulcéreuses, la maladie de Crohn ou les maladies comme le syndrome de Lynch. On va revenir dessus dans quelques instants. Et ça va être super important parce que là, on parle de dépistage dans certaines maladies qui commencent aussitôt que l'âge de 20 ans. Donc, chez les jeunes, là aussi, des facteurs modifiables comme la consommation d'alcool, le tabac, l'obésité, les modes de vie sédentaires, c'est des choses qui, chez les jeunes, sont vraiment importants à avoir en tête parce que les sujets jeunes, on le voit, beaucoup consomment énormément d'alcool. Beaucoup sont vraiment associés avec ces comportements-là. Et votre mission, au décours de cet atelier, ça va être aussi de parler autour de vous, dans votre entourage. Donc, votre mission, ça va être vraiment important de véhiculer le message et puis de partager autour de vous. Donc, la consommation d'alcool et le risque de cancer colorectal, c'est une association qui est assez robuste. Donc, dans les études, il y a un risque de 79% dans les méta-analyses avec une analyse de randomisation mendélienne. On reviendra dessus quand on fera des études et les ateliers sur les analyses statistiques. Donc, on pourra revenir dessus. Donc, les associations entre le cancer et le risque de cancer, entre la consommation d'alcool et le risque de cancer colorectal, ça passe par l'effet pathogène de l'alcool sur la méthylation de l'ADN. Donc, la méthylation de l'ADN, c'est un des mécanismes qui explique ce risque-là important. L'autre facteur, c'est le tabac. Donc là aussi,
on a beaucoup de personnes qui consomment du tabac, même en 2025. Et il y a une association directe entre le tabac et le risque de plusieurs cancers. Et aussi, le fait d'arrêter le tabac va vous aider à diminuer votre risque. Donc, c'est important. Et les mécanismes sont différents. Donc, l'exposition des cellules muqueuses colorectales à des carcinogènes connus sont un des mécanismes sur la survenue de ces cancers. Donc, nitrosamine, amine hétérocyclique, hydrocarbures aromatiques polycycliques, benzène, et puis tous ces facteurs qui sont présents dans la consommation de tabac, c'est des choses qui sont un des éléments sur lesquels on insiste beaucoup parce que les gens qui fument parfois oublient que le tabac, c'est comme boire du poison directement. Ensuite, l'obésité. Quel est le mécanisme entre l'obésité et le cancer colorectal? Donc, le mécanisme, c'est un peu à travers l'inflammation. Puisque lorsqu'on a beaucoup d'obésité, les cellules adipeuses, le tissu adipeux va sécréter des protéines, des cytokines, comme l'interleukine 6, le facteur de nécrose tumorale alpha, qui vont affecter la prolifération des cellules tumorales. Et les niveaux élevés d'insuline ou des facteurs de croissance analogues à l'insuline vont aussi stimuler la croissance tumorale. Et le troisième élément, c'est les acides biliaires, les niveaux élevés d'acides biliaires qui vont augmenter les processus inflammatoires. Donc, c'est important d'avoir ça en tête pour pouvoir aussi conseiller les patients qui sont en surpoids ou obèses. Très important. Autre facteur de risque, l'activité physique et la sédentarité. Donc, l'activité physique est associée à une réduction de risque. Donc, c'est quand même important, 70% de réduction du risque. Et les personnes sédentaires, à l'inverse, ont un risque élevé, avec un taux plus élevé chez les personnes sédentaires d'obésité, un taux plus élevé de résistance à l'insuline et aussi un péristaltisme anormal chez les personnes qui sont sédentaires. Donc ça aussi, c'est des facteurs qui sont associés avec le risque augmenté. Et on peut voir dans cette étude qui est super intéressant que l'exercice physique va réduire le stress oxydatif et l'inflammation systémique, va moduler votre microbiome intestinal, va renforcer la barrière intestinale, donc éviter le passage d'antigènes dans le milieu vasculaire, et va aider non seulement votre santé digestive, mais aussi votre bien-être global. Et on le voit chez les personnes qui ont des maladies chroniques que l'activité physique aide beaucoup. Et dans cette étude, par exemple, sur le patient avec syndrome de Lynch, qui est une maladie génétique qui est associée à au risque de survenue de nombreux cancers, côlon, endomètre, ovaire, etc. Et dans cette étude, les auteurs se sont posé la question suivante. Est-ce qu'il est possible de diminuer le risque de cancer du côlon en faisant pédaler des personnes de façon régulière par un programme d'exercice de 12 mois, 3 fois par semaine, 45 minutes de vélo? Et ce sont des participants qui ont un risque très élevé puisque dans le syndrome de Lynch, on commence à faire des coloscopies, des dépistages à partir de l'âge de 20 ans. Donc, ils ont pris 21 participants et puis, ils ont fait cet exercice-là. Et les résultats sont super intéressants parce que les participants étaient randomisés dans un groupe qui ne faisait rien, donc un peu un groupe standard, et l'autre groupe qui pédalait. Donc, il y avait 11 participants dans le groupe vélo et 10 participants dans le groupe qui était un peu le groupe contrôle. Et ils mesuraient au départ les paramètres biologiques, cytokiniques, et puis ils mesuraient à la fin ces changements de paramètres. Et on peut voir ici que dans les analyses métabolomiques, il y a un changement favorable des biomarqueurs circulants et tissulaires
Et surtout, et ça c'est le point crucial de cette étude, les analyses transcriptomiques montraient une modification de l'expression, donc de l'expressivité des gènes qui sont impliqués dans la carcinogénèse. Donc ça c'est important. Donc les gènes qui sont impliqués dans la carcinogénèse étaient beaucoup plus, étaient modifiés différemment. Donc ils étaient moins expressifs, donc ils étaient moins agressifs. Donc c'est un élément important qu'il faut prendre en compte l'activité physique sur la carcinogénèse. Donc, faites vraiment passer le message autour de vous, surtout les personnes qui sont résistantes à faire de l'activité physique. Là, vous voyez que rien que sur une durée de 3 fois par semaine de 45 minutes de vélo, au bout d'un an, on voit déjà des changements. Et c'est des patients qui ont des coloscopies tous les ans pour dépister le risque de cancer colorectal, très important. Autre facteur, c'est l'alimentation. L'alimentation malsaine est associée à un risque élevé de cancer colorectal. On parle ici des viandes rouges en excès, les viandes transformées. Chaque augmentation de 100 grammes par jour de viande rouge et de 50 grammes par jour de viande transformée peut augmenter le risque de 10, 16% et 16, 22% respectivement. Donc, tout ce que vous voyez dans les transformations de la viande, salaison, fumage, ça entraîne la formation de composés nitrosaux et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les cuissons à haute température sont vraiment à éviter. C'est sûr qu'un barbecue une fois de temps en temps, mais faire des barbecues toutes les semaines, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est vraiment important de penser à ça. Ensuite, le stress. Alors, il y a une association directe entre le stress et le risque de cancer colorectal. Il y a de nombreuses sources de stress. Il y a le stress professionnel, il y a le stress familial, il y a le stress de performance. Donc, les sources de stress dans la vie sont multiples. Et il est possible de modifier ces sources de stress-là en agissant, en faisant des soins, des accompagnements. Qu'est-ce qui se passe? En situation de stress, il y a une suractivation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui va altérer votre système immunitaire, activer des métabolites anormaux et augmenter les niveaux de certaines hormones, noradrénaline, adrénaline, cortisol. Et dans une méta-analyse récente, il y a une augmentation de 0,36 du risque chez les personnes soumises à un stress professionnel élevé. Et on sait que, en plus, dans cette période post-pandémique, beaucoup de personnes vivent un stress qui est assez important. Donc, tout ça, ce sont des facteurs modifiables. Hélas, il y a quand même des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Ce sont des facteurs comme l'âge. Donc, l'âge, c'est un facteur de risque majeur. On est tous voués à avancer en âge, puisqu'on ne peut pas reculer, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas revenir à 5 ans, à 10 ans. Donc, c'est un facteur non modifiable. On sait que les personnes de plus de 50 ans représentent 90% de l'ensemble des cas de cancer colorectal. Et le sexe. Le sexe, on ne peut pas modifier. Donc, à la naissance, on est avec ça. Mais même si les femmes ont moins de risques que les hommes, on en voit quand même des cancers chez les femmes aussi. Troisième élément non modifiable, ce sont les prédispositions génétiques. J'ai parlé tout à l'heure du syndrome de Lynch, mais il y a aussi des mutations dans certains gènes, comme le gène APC, donc c'est le gène de la polypose adénomateuse familiale. Donc, c'est une maladie chronique qui donne de nombreux polypes. Lorsqu'on fait une coloscopie, on trouve un tapis de polypes sur tout le côlon. Et dans cette maladie, il y a un risque élevé de cancer, très, très élevé à un certain âge. Donc, les antécédents familiaux, on ne choisit pas dans quelle famille on est et le risque de cancer est plus élevé dans certaines familles. Donc, risque de 2 à 4 fois plus élevé chez les parents au premier degré. Donc, parlez autour de vous. S'il y a des cas de cancer dans vos familles, dites-le. Et puis, on va pouvoir vous faire des protocoles de dépistage plus adaptés parce que les protocoles de dépistage varient selon le risque individuel et selon le risque familial. Et c'est important. Ensuite, les polyposes ou les maladies comme
les maladies inflammatoires de l'intestin augmentent le risque. Donc, tout ça, ce sont des antécédents familiaux. La radiothérapie, quelqu'un qui a eu un cancer, par exemple, de la prostate, qui a une radiothérapie. Lorsqu'on fait la radiothérapie, malheureusement, il y a des organes au voisinage qui peuvent se retrouver dans le feu, dans le feu de l'action. Et en se retrouvant au milieu, ils reçoivent les rayons qui vont être des rayons irradiants et nocifs. Donc, c'est pour ça que la radiothérapie va aussi être un élément important à prendre en compte pour le traitement de ce cancer-là. Donc, les personnes qui ont une radiothérapie. Donc, c'est un facteur de risque pour le développement de cancers gastro-intestinaux. Si c'est une radiothérapie thoracique, c'est un risque important pour le cancer de l'œsophage, par exemple. Donc, selon le site de la radiothérapie, le risque de cancer varie d'une région à l'autre. Et les autres maladies, donc les antécédents personnels d'autres maladies, donc notamment les maladies inflammatoires de l'intestin, la fibrose kystique, transplantation rénale, les maladies coronariennes, infections bactériennes virales, diabète. Donc les autres maladies peuvent augmenter aussi le risque de cancer colorectal. Donc si on prend par exemple le cas du syndrome de Lynch, dont j'ai déjà touché un petit mot, donc c'est causé par des mutations dans les gènes de réparation. Donc ce sont des gènes qui aide votre ADN à se réparer comme toute structure du corps humain. De temps en temps, l'ADN, il y a des petites anomalies, un petit accident sur l'ADN, et ces gènes aident l'ADN à se réparer. Donc, il y a des mutations qui sont présentes dans ces gènes de réparation. Et les syndromes de Lynch représentent 2 à 5 des cancers colorectaux. Donc, ça veut dire qu'au Canada, ça représente chaque année entre 500 et 1300 cas de cancer. C'est un syndrome assez grave parce que c'est une maladie autosomique dominante. Donc, un parent qui est porteur va le transmettre à 50% de ses enfants, à un enfant sur deux. Et le risque de cancer cumulatif est très élevé. Donc, si on regarde tous les cancers confondus, c'est 40 à 60% chez les hommes et 30 à 50% chez les femmes d'ici l'âge de 70 ans qui ont un risque de cancer colorectal. Donc, c'est quand même un risque très élevé. Ensuite, la polypose adénomateuse familiale, donc mutation du gène de l'APC, donc des centaines de milliers de polypes dans le côlon et le rectum. Les symptômes vont apparaître généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Et le risque de cancer, si on ne fait rien, 100% avant l'âge de 40 ans. Donc, d'où l'importance dans ces maladies-là, on va enlever le côlon en entier. On appelle ça une proctocolectomie, donc souvent avant l'âge de 30 ans. Ensuite, il y a les polyposes juvéniles. Ce sont des polypes qui sont identifiés à l'âge pédiatrique, donc le terme juvénile. Et ce sont des polypes qui parfois peuvent se manifester par du sang dans les selles, des patients qui peuvent avoir des syndromes d'invagination intestinale. Et ce sont des syndromes qui sont quand même rares, associés à des mutations. Il y a certaines mutations qu'on appelle des gènes SMAD4 ou BMPR1A et le risque de cancer gastro-intestinal est faible à modéré, mais il faut quand même faire des coloscopies régulières. Souvent, les enfants qui ont ça, on a très peu de cancer à l'âge pédiatrique, mais lorsqu'on fait des coloscopies tous les ans ou tous les 2, 3 ans, on trouve des polypes et on les enlève. Une fois, j'ai un patient à qui on a enlevé jusqu'à 15 polypes, aussi gros que des polypes comme ça. Donc, imaginez 15 polypes chez un enfant, qui d'ailleurs, c'est un fait intéressant, c'était présenté avec un tableau de douleur abdominale, diarrhée, et puis il y avait aussi une hypoalbuminémie. Et on avait fait un marqueur qu'on appelle la calprotectine fécale qui était augmenté. Et donc, le diagnostic différentiel, c'était une maladie inflammatoire de l'intestin. Mais finalement, lorsqu'on a fait la coloscopie, on est tombé plutôt sur ces polypes. Là, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je crois que c'est Daniela, ouais. Parfait. Donc, où est-ce qu'on était rendu? Voilà, c'est ça. Donc, le risque de cancer est quand même moins élevé que pour, par exemple,
polypose adénomateuse familiale ou le syndrome de Lynch. Ensuite, il y a une autre maladie qu'on appelle le syndrome de Peutz-Jeghers. Donc, retenez bien cette image. C'est vraiment important ce que je vais vous dire. Cette image, c'est ce qu'on trouve sur les lèvres de patients qui ont ce syndrome. On appelle ça des lentigines périorificielles. Pourquoi je vous dis de retenir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir ce type de lésion et on pense que c'est juste des grains de beauté et qui vivent avec ce type de lésion pendant des années. Et lorsqu'on a ces lésions-là, on a effectivement le risque d'avoir des polypes et des polyposes. Et ces polypes-là sont parfois au niveau de l'intestin grêle et vont avoir ces polypes au niveau de l'intestin grêle et vont avoir des risques d'invagination intestinale. Donc, c'est une maladie génétique avec des mutations des gènes STK11, LKB1. Et on a de nombreux polypes amartomateux, c'est le terme qu'on utilise pour appeler les polypes. Et les endoscopies, les coloscopies qu'on fait peuvent être annuelles, voire tous les 2, 3 ans, dépendant de ce qu'on a trouvé dans les autres coloscopies antérieures. Après, il y a les maladies inflammatoires de l'intestin qui représentent un autre enjeu de risque de cancer du côlon. Donc, au Canada, c'est une maladie très fréquente, plus fréquente que dans d'autres pays. Et au Canada, on a à peu près 322 000 cas de maladies inflammatoires en 2023. Et on estime que dans quelques années, ça va être une prévalence de 1%. Et ça a un coût pour la société. Et c'est des maladies qu'on arrive à bien traiter et qui s'améliorent. Alors, quelqu'un demande le nom de ce terme, c'est l'antiginose périorificielle. L'antiginose périorificielle, c'est comme ça qu'on appelle. Donc, les maladies inflammatoires, il y en a deux, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Très rapidement, pour ceux qui sont moins familiers, dans la maladie de Crohn, ça touche toutes les parties de la bouche jusqu'à l'anus, avec des lésions périanales comme des fissures, des fistules, des abcès. Et dans la colite ulcéreuse, ça touche uniquement le côlon. Donc, on fera un atelier spécifique sur ces maladies, les éléments diagnostiques, la prise en charge moderne. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les 10 dernières années. Donc, on va le noter dans les ateliers à faire prochainement. Donc, dans les maladies inflammatoires intestinales, il y a un risque important de développer un cancer du côlon avec le temps. C'est pour ça qu'on fait des coloscopies de dépistage chez les personnes qui ont cette maladie. Ensuite, le microbiome intestinal. Donc, le microbiome intestinal est un des vecteurs sur lequel le risque de développer une maladie de Crohn peut apparaître. Donc, à travers le microbiome, on peut avoir des modifications qu'on appelle la dysbiose. Donc, changement dans la quantité et la qualité. Donc, c'est diversité et richesse. Donc, les deux concepts. Donc, lorsqu'on parle de microbiome intestinal, avec qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de bactéries qui habitent notre écosystème. Et dans le cadre du cancer colorectal, il y a des analyses qui suggèrent des relations causales entre le microbiome et le risque de cancer. Donc, il y a certaines espèces bactériologiques qui sont plus prédominantes dans le microbiome des patients qui sont atteints de cancer et des activités métaboliques à laquelle ces espèces contribuent qui vont agir sur la régulation des acides biliaires, la fermentation des glucides, etc. Donc, pour résumer, cette diapo reprend un peu en gros les populations dont le risque de cancer est élevé. Donc, vous allez pouvoir retenir ça. Donc, antécédents personnels, antécédents familiaux, syndrome génétique héréditaire, maladie inflammatoire, radiothérapie au niveau de la région abdominale. Maintenant, on va parler de la prévention. Donc, en matière de prévention, c'est vraiment un élément important à comprendre parce que s'il y a une chose en santé qu'on peut agir, c'est la prévention. Cette semaine, on a eu le congrès de l'Association médicale canadienne où on a dit quelles seraient les grandes priorités en santé. Et parmi plusieurs thématiques, il y en a 5 qui ont émergé comme
fondamentales et la prévention faisait partie de celles-là. En santé, on parle de deux types de prévention. Il y a la prévention primaire et il y a la prévention secondaire. Dans la prévention primaire, on vise à réduire le risque que le cancer puisse même avoir l'idée de se créer dans votre corps. Donc, on agit vraiment en amont de toute velléité des cellules cancéreuses de se manifester. Alors que dans la prévention secondaire, on vise à détecter les lésions de cancer à un stade très précoce avant qu'elles n'aillent déjà agir. Donc, c'est deux concepts très importants. J'insiste sur ces deux concepts parce que souvent, les gens qui ne sont pas dans le milieu de santé ne comprennent pas beaucoup. On parle de prévention, mais il y a les deux dimensions. Prévention primaire chez quelqu'un qui est en santé pour éviter qu'une maladie se développe. Prévention secondaire chez quelqu'un qui est effectivement avec une maladie, mais on ne veut pas qu'il y ait cette complication ou on veut la détecter très tôt avant que ça ne se complique. Premièrement, prévention primaire, limiter la consommation d'alcool, éviter complètement, si on le peut, ce qui est conseillé, cesser complètement le tabac, qui est un facteur de risque avéré. Si vous avez de l'obésité et du surpoids, visez à diminuer votre indice de masse corporelle, pratiquer une activité physique régulière, adoption d'un régime riche en fibres, pauvre en viande transformée. Prévention secondaire, détecter précocement les lésions précancéreuses. Il y a plusieurs tests qu'on va détailler dans quelques minutes. Donc, si on commence par les facteurs de risque à éviter, donc l'arrêt du tabac pendant plus de 20 ans est associé à une diminution de plus de 50% des risques d'adénome colorectal. Donc, très important. Restriction des graisses, donc notamment les graisses saturées, un élément important. Et puis, on a aussi la richesse au niveau de votre alimentation. L'activité physique comme facteur protecteur, donc on l'a vu dans l'étude qui a été faite, donc je n'insiste pas dessus, on en a déjà parlé. Les facteurs alimentaires qui sont protecteurs, fruits et légumes, les produits laitiers, les fibres alimentaires. Donc, c'est important d'avoir ces éléments-là parce qu'on est dans un contexte où très peu de personnes consomment suffisamment de fibres. À l'échelle mondiale, les personnes sont très peu dans leur alimentation riche en fibres. Et c'est quelque chose qui doit changer. On doit avoir au moins 25 grammes chez les femmes par jour, 35 grammes chez les hommes par jour. Alors, dans les autres aliments potentiellement protecteurs, il y a des études discordantes sur le café ou sur l'ail, mais sur le poisson, des études parfois aussi montrent un effet protecteur. Mais c'est sûr qu'à choisir entre viande et poisson, ce sera moins risqué pour votre microbiome intestinal. Ensuite, dans la prévention médicamenteuse, on sait que, comme je l'ai démontré et mentionné plus haut, l'aspirine, les anti-inflammatoires qui ont un effet protecteur, l'hormonothérapie, notamment les personnes, les femmes post-ménopausées, donc, et les contraceptifs oraux qui ont un effet protecteur chez les femmes préménopausées, et les statines, donc une revue systématique qui suggère un effet protecteur, mais tous ces éléments ne sont pas des indications de prescription pour viser une prévention, ce sont des études observationnelles qui ont montré des associations. Donc, en prévention, on est vraiment dans les conseils d'hygiène de vie, de changement des habitudes de vie. Donc, on va parler maintenant de la prévention secondaire. Donc, la prévention secondaire passe par le dépistage. Le dépistage, c'est la recherche de sang occulte en faisant un test de sel ou la recherche de polypes en faisant soit une endoscopie ou une coloscopie. Tout récemment, les dernières années, il y a des tests dans les selles qui permettent de rechercher pas seulement du sang, mais aussi l'ADN des cellules. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a un polype qui est présent, mais qui ne saigne pas. Donc, on ne va pas voir le sang. Mais si on voit les fragments, puisque tous les jours, il y a des cellules, des fragments de cellules qui tombent et qui meurent, on peut voir l'ADN de ces cellules cancéreuses dans les selles. C'est les nouvelles approches de dépistage. Ensuite, si on regarde maintenant les différents tests qui sont réalisés, et ça, vous allez voir que ça varie d'un pays à l'autre, il y a les tests qu'on appelle le test de Gaillac, recherche de sang occulte. Donc, ce test-là est le moins conseillé en 2025
car ça peut détecter l'hémoglobine humaine et non humaine. Donc, c'est un test qui n'est pas très recommandé. Ensuite, il y a le test qu'on appelle le test immunochimique fécal, le FIT test. Donc, ça identifie uniquement l'hémoglobine humaine et pas non humaine, notamment des aliments. Euh, et puis, ce qui est intéressant, ça ne détecte pas l'hémoglobine humaine digérée, notamment si vous saignez du nez et que votre sang se retrouve dans les selles, il ne va pas détecter parce que le sang a parcouru tout l'intestin. Donc, c'est un très bon test et qui est utilisé dans beaucoup de programmes. Et tout récemment, il y a les tests d'ADN fécal dont je parlais qui détectent les mutations génétiques associées au cancer colorectal. Et c'est des tests qui sont avec une haute précision, mais la question, c'est l'accessibilité parce qu'il y a sûrement des coûts qui sont différents dans certains pays. Ça peut être un peu plus difficile d'accès. Donc, première grande famille de tests, donc un test indirect, parce que la présence de ce sang ou de cet ADN ne signe pas forcément qu'il y a un polype. Donc, il y a des faux positifs, il y a des faux négatifs. Mais les sensibilités et les spécificités sont quand même bonnes et ça permet de pouvoir orienter les patients lorsque le test est positif vers une coloscopie. Donc, ça, c'est des tests accessibles. On verra tout à l'heure dans les programmes de dépistage d'un pays à l'autre, ça change. Ensuite, on peut aller faire un test pour voir directement les polypes ou les cancers en faisant soit la sigmoïdoscopie, soit la coloscopie. La différence entre les deux, c'est que la sigmoïdoscopie, c'est un examen tout simple qui peut permettre de voir le rectum. On n'a pas besoin de grands produits de nettoyage du côlon. On fait parfois des petits lavements pour enlever le peu de caca qui se trouve dans le rectum et on peut remonter jusqu'au niveau du côlon sigmoïde et pas besoin d'anesthésie. On va juste mettre parfois un peu une crème locale sur l'anus, sur les fesses pour pas que vous ayez un peu d'inconfort. Donc, c'est un examen qui est intéressant, qui peut être utilisé, mais dans les programmes de dépistage, lorsqu'il y a des doutes avec des risques élevés, on parle vraiment de faire une coloscopie. Et dans la coloscopie, donc, on voit que ça permet de diminuer le risque de cancer, de diminuer la mortalité de moitié. Donc, c'est quand même important. Donc, diminuer le risque de cancer de 40%, diminuer la mortalité de moitié. Donc, c'est une des choses que la coloscopie a permis de révolutionner. Et lorsqu'on parle de coloscopie, on parle de l'utilisation d'un endoscope à fibre optique qui permet de visualiser l'intérieur du côlon et de faire des gestes thérapeutiques qu'on appelle la polypectomie. Pour que cet examen soit de bonne qualité, il faut que vous fassiez une part de travail et c'est une responsabilité importante, c'est de bien nettoyer le côlon. Sur cette image, on voit que le patient ici en haut à gauche n'a pas du tout suivi le protocole et tout de suite, dès qu'on est entré, on est tombé sur ça, on est sorti, on lui a dit, il faut recommencer parce qu'on ne peut rien voir. Celui-ci, il a le numéro un, il a un peu essayé, mais là aussi, on n'est pas content. On lui a dit, il faut recommencer. Celui-ci, le numéro 2, il a bu. Vers la fin, il restait un peu de liquide, mais on a quand même pu faire l'examen. Souvent, au bloc opératoire, on a une pédale qui est à nos pieds et on appuie dessus. Et quand on appuie, il y a un tuyau avec un jet d'eau qui sort qui permet de laver tout le côlon. Et ce jet d'eau-là, lorsqu'il y a un peu de liquide, comme vous voyez là ici, un peu jaunâtre, ça nous aide à nettoyer. Parce que ce qu'on veut, c'est être comme le patient numéro 3 à qui on a donné une médaille qui avait un côlon très propre. Ça, c'est ce qu'on vise au côlon top shape ici, comme ça. Donc, pour faire ça, il faut vraiment que vous pensez que les sels à la fin de la préparation soient liquides, un peu parfois jaunâtres. Il faut boire, il faut nettoyer le côlon, il faut éviter les 3 jours avant de manger une alimentation avec des fibres et il faut boire au moins 4 litres d'eau et ça peut être mélangé dans le produit. Les protocoles de préparation colique varient d'un pays à l'autre, mais globalement, c'est à peu près autour de 4 litres qu'on doit boire la veille de l'examen ou dans certains protocoles, la moitié la veille, l'autre moitié vers 4-5 heures du matin. Donc, se réveiller 4-5 heures du matin, boire le produit.
Donc, et quand c'est bien propre, on peut faire l'examen et puis on enlève des polypes, comme ici. Ici, ça, c'est un polype qui est très, avec une tige. On appelle ça un polype pédiculé. Et ici, c'est un polype qui est un peu plat. On appelle ça polype sessile. Donc, s'il y a un des médecins qui veut écrire Cécile dans la boîte de commentaires, parce que c'est pas le prénom Cécile, hein. C'est pas Cécile, le prénom c'est Cécile, S-E-2-S-I-L-E. Donc, ce sont les polypes qui ne sont pas pédiculés ici. Parfait. Donc, l'analyse histologique du polype permet de montrer effectivement que ce sont des polypes qui ne sont pas cancéreux. Alors, il y a aussi un autre examen. Le problème de la coloscopie, c'est l'accès. Donc, juste avant d'aller à l'autre examen, c'est que il faut, si on fait une simulation, d'ailleurs, je vais le faire après la rencontre, je vais faire une simulation et poster dans le groupe. Si on prend tous les adultes de 50 ans et qu'on a un taux de prévalence de polypes et de tests positifs de sel et on a un besoin de coloscopie, combien il faudrait de coloscopes par an et combien de gastro-entérologues, on se rend compte que ça devient un enjeu majeur, l'accessibilité, parce que les gastro-entérologues, pendant ce temps, ne font pas que ça. Ils ont aussi les autres maladies à s'en occuper. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème de ressources qui est majeur. D'où la recherche vers d'autres tests. On parlera des tests sanguins tout à l'heure, mais il y a aussi une autre test qu'on appelle la coloscopie virtuelle, qui est un peu comme un scanner, qui permet, en faisant les images en radiologie, de voir un peu de façon indirecte l'intérieur du côlon. Et c'est un examen qui est quand même intéressant, surtout pour les stades un peu de cancer déjà un peu gros. Mais bon, c'est pas pour l'instant dans les guides de recommandation. Après, l'autre chose qui est aussi en train d'arriver, c'est la coloscopie, donc la vidéocapsule colique. Donc, vous avez entendu parler de la vidéocapsule pour l'intestin grêle, mais on aura aussi dans le futur la vidéocapsule pour le côlon. Donc, c'est une stratégie qui est intéressante parce qu'on avale et ça filme. Et si on trouve un polype, là, il faut organiser maintenant une coloscopie. Pareil pour la coloscopie virtuelle. Si au niveau de l'examen radiologique, je reviens sur cette diapositive ici, on trouve un polype, on ne peut pas enlever et c'est ça la différence avec la coloscopie, on peut enlever dans le même temps. Ici, on est obligé de planifier une coloscopie pour pouvoir enlever le polype. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça peut permettre de sauver quelques coups si la première coloscopie n'est pas nécessaire. Donc, les stratégies de prévention secondaire sont associées avec des méthodes qui vont combiner les risques individuels du patient, etc. Donc, on a plusieurs stratégies qui sont mises en place. Et les protocoles vont dépendre d'un pays à l'autre, mais globalement, lorsqu'on a des antécédents de haut risque, vraiment comme les syndromes génétiques, les antécédents familiaux ou une maladie inflammatoire intestinale, on va d'emblée aller à la coloscopie. Ce n'est pas le temps de perdre du temps avec. Donc, si vous avez, vous, comme famille, un parent, un proche, un frère et soeur qui a un cancer du côlon, demandez à votre médecin, il vous fera une coloscopie aussitôt que 10 ans avant l'âge du cancer le plus jeune. Donc, je répète, donc s'il y a un cas de cancer dans la famille, on va faire la coloscopie des dépistages aux apparentés du premier degré 10 ans avant l'âge du cancer le plus jeune. Et après, si c'est normal, on peut espacer les coloscopies. Mais si on trouve des polypes, la fréquence peut varier de 1 an à 3 ans, dépendant de ce qu'on trouve. Donc, les protocoles vont vraiment changer d'un pays à l'autre. Donc, si on regarde pour le sujet, l'individu lambda qui n'a pas d'antécédent familial particulier, donc aux États-Unis, on a des protocoles et des programmes qui commencent à 45 ans et qui se terminent à 75 ans. Pourquoi on met la barre de 75 ans? Parce que bien que le risque de cancer soit plus élevé à partir de 50 ans, au-delà de 75 ans, parfois, on a une discussion autour de si on trouve un cancer, est-ce que le risque de traiter par rapport au risque de ne pas faire le traitement? Donc, c'est une discussion qui a à avoir et aussi l'incidence est un peu plus faible à cet âge-là. Donc, ça c'est quelque chose qu'on a dans plusieurs cancers, cette discussion. Voilà. Ensuite, oups.
Donc, dans les facteurs pour les programmes de dépistage, il y a les préférences du patient. Beaucoup de personnes n'aiment pas jouer avec leur caca. Lorsqu'on leur dit de faire le test de sel, certains rechignent. Et c'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure des tests sanguins qui ont été développés non seulement pour améliorer la sensibilité et la fiabilité, mais aussi pour tous les patients à qui on donne un kit de dépistage et qui mettent dans le placard et qui traînent. Moi, il y a au moins 3 personnes qui m'ont écrit sur Facebook en disant merci parce que ça faisait des années, ils devaient faire leur test de dépistage, mais quand ils ont vu la vidéo que j'ai faite sur la coloscopie, ça les a un peu encouragés. Parce que l'une des craintes des personnes, c'est qu'en faisant le test et que c'est positif, ils vont passer à la coloscopie. Et la coloscopie fait toujours peur à beaucoup de personnes, mais on essaie de démystifier que c'est un examen qui est quand même bien toléré. Donc, les facteurs dans les programmes de dépistage, il y a les préférences du patient, il y a les disponibilités des modalités. Selon vous, pendant que je continue la conférence, écrivez en commentaire, est-ce qu'il y a un programme de dépistage dans le pays où vous êtes? Ça nous donnera un peu un portrait. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas partout et cette disponibilité-là est un élément important. Il y a le coût, donc le coût d'une coloscopie qui n'est pas négligeable. Et puis, il y a l'équilibre entre avantage de ne rien faire et de trouver des polypes et aussi des risques de complications parce qu'une polypectomie peut être source de complications et l'une des complications de polypectomie, c'est la perforation. Même si c'est quand même rare, mais c'est une complication. Donc voilà un peu en gros ce que je voulais vous dire sur cette première partie. Et puis je vais passer rapidement sur, donc ça c'est des choses dont j'ai parlé déjà. Attends, peut-être ici, cette diapo, non, j'en ai déjà parlé. Donc, dans la plupart des pays, vous voyez que les directives de dépistage, c'est autour de 45-50 ans et s'arrête à 74-75 ans. Donc, dans la boîte de chat, écrivez chacun si dans le pays où vous êtes, il y a des protocoles de dépistage. Maintenant, on va passer au diagnostic. Donc, dans cette partie, on va parler du diagnostic en sachant que, comme je l'ai insisté, on essaie d'éviter d'arriver à ce que la maladie se manifeste. Mais malheureusement, il y a des personnes qui vont être diagnostiquées. On a dit, par exemple, qu'à l'échelle mondiale, c'est de nombreux cas qui sont diagnostiqués chaque année. Et ce diagnostic-là, c'est un diagnostic qui est fait devant des symptômes. Saignement digestif, du sang rouge, vif ou foncé, troubles du transit, diarrhée, constipation, alternance des deux, surtout une modification de votre transit chez quelqu'un qui avait des selles normales, qui commence à être constipé ou qui commence à avoir des selles filiformes comme des brindilles. Là, c'est déjà des signes qu'il y a quelque chose qui se passe. Le besoin constant et pressant d'aller tout le temps à la selle. Parfois, les gens disent on sent comme quelque chose, on n'arrive pas à évacuer parce que la présence de ces selles va donner un inconfort. Donc, ça, c'est important. Les symptômes moins courants comme distension abdominale, ballonnement, présence d'une anémie fériprive non expliquée, euh, et puis perte de poids, perte d'appétit. Donc, tout ça, c'est des signes qu'on peut trouver. Pour faire le diagnostic du cancer colorectal, on va utiliser certains tests. Et là, on va revenir sur la coloscopie, qui est l'examen clé du diagnostic. Souvent, lorsque vous avez des symptômes, le médecin peut faire une recherche du sang dans les selles, mais ça finit toujours avec la coloscopie. Et lorsque le diagnostic est posé en coloscopie, on va faire une classification. Donc, c'est faire un stade pour voir quel est le niveau de votre atteinte. Donc, la stadification, ça comporte les scanners et puis éventuellement, parfois, on peut avoir un IRM, ça dépend, mais souvent le scanner est l'examen clé. Les marqueurs sériques sont pas très utilisés, notamment il y a un qu'on appelle ACE, antigène carcinologie embryonnaire. Une méta-analyse a conclu que la sensibilité n'est que de 46%. Et quand même, 3 à 5% des patients peuvent avoir des taux élevés qui sont considérés comme faussément élevés. Donc, c'est faux positif. Donc, c'est un test qui est effectivement pas très robuste. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un cancer? Il y a des modifications qui se font dans les cellules.
Et plusieurs types de cancers peuvent être observés avec des différents profils moléculaires. Donc, les scores immunologiques sont faits lorsqu'il y a des cancers. Et puis, la classification TNM, tumeur, nécrose, et la taille de la tumeur, la présence de ganglions, et puis les métastases pour bien trouver les traitements les plus adaptés. Donc, il y a plusieurs types CMS1, 2, 3, 4. Je ne veux pas insister beaucoup sur ces éléments, mais c'est important de classifier les cancers selon les stades. Donc, stade 1, 2, donc stade 3, stade 4 métastatique, dépend de l'envahissement ganglionnaire. Et la présence de cancer aux deux sites de métastases qui sont les poumons et le foie. Dans cette dernière partie, on va parler des traitements sans entrer dans les détails. Il faut savoir que les traitements du cancer colorectal varient selon le stade. Donc, la première chose qu'on se pose, c'est est-ce que le cancer doit être réséqué? Et deuxième chose, s'il doit être réséqué, donc est-ce qu'on doit l'opérer, le cancer? S'il doit être opéré, est-ce qu'on le fait avant la chimiothérapie ou après la chimiothérapie, avant la radiothérapie ou après la radiothérapie? Donc, la chirurgie, c'est une des lignes de traitement pour le cancer du côlon. Ensuite, il y a la chimiothérapie. Ensuite, il y a la radiothérapie. Ensuite, il y a les thérapies ciblées, donc qui est une approche très intéressante, et l'immunothérapie. Donc, toutes ces approches-là varient. Et globalement, on peut voir que la survie est quand même élevée lorsque le cancer est localisé au stade 1, avec 90% de survie. Et au stade 4 métastatique, on avoisine moins de 20%. Donc, c'est un élément important qui pousse à faire le diagnostic assez précocement. Après le traitement du cancer, donc il y a toute la phase de surveillance. Donc, la surveillance du cancer va être prolongée. Donc, il y a des programmes de surveillance et on sait qu'il y a des risques de rechute. De 30 à 50% des patients rechutent. Et souvent, c'est dans les 5 premières années de ce diagnostic qu'il y a des rechutes. Et lorsqu'on a des patients qui rechutent, parfois, on doit avoir de nouveaux traitements pour permettre de traiter les rechutes. Mais c'est important de considérer que le dépistage permet de diminuer la mortalité parce qu'on voit qu'avec les protocoles et les programmes, la mortalité va vraiment diminuer de façon importante. Donc, pour ce qui est de tout ce qui concerne les traitements, je ne vais pas insister parce qu'il y a plusieurs protocoles de traitement, de chimiothérapie, avec des problèmes de toxicité de certains médicaments qu'on peut voir, mais quand même qui sont assez intéressants et des approches, notamment pour des cancers comme le rectum, qui a une particularité que le cancer du rectum, notamment par sa localisation et parfois très invasif si on doit opérer. Donc, le cancer du rectum peut entraîner dans des formes très étendues la mise en place d'une iléostomie ou d'une colostomie prolongée. Donc, il y a des approches de traitement qui, avant, c'était la radiothérapie. Maintenant, il y a des approches avec des traitements séquentiels qui peuvent faire qu'on n'opère pas tout de suite et puis on fait d'abord l'irradiation et après on opère secondairement. Donc, il y a plein de protocoles. Je vous mettrai de toute façon les liens des articles que vous aurez avec les ressources en lien avec cette conférence. Donc, c'est vraiment un des enjeux importants, le cancer rectal, dans toute la grande famille de cancers colorectal. Il y a plusieurs essais cliniques en cours aussi. Et ça peut aussi être métastatique. Par exemple, ici, le cancer colorectal métastatique avec une survie à 5 ans de 15%. Et souvent, un des enjeux, c'est lorsqu'il y a des métastases hépatiques où il faut à ce moment-là opérer les métastases. Et que faire de la lésion primaire? Est-ce qu'il faut opérer aussi la lésion primaire, donc le côlon? Donc, c'est un élément important. Dans cette étude, par exemple, l'essai Synchronous, les patients ont été randomisés pour recevoir une chimiothérapie systémique ou une résection chirurgicale de la tumeur primaire. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de différence dans les deux groupes. Donc, 18 mois
donc versus 16 mois. Et donc, ce n'est pas recommandé, sauf indication clinique. Par exemple, quelqu'un qui a une occlusion, donc d'aller enlever la tumeur primitive alors qu'il y a des métastases, sauf en cas de tableau d'occlusion, que les participants peuvent avoir besoin d'une chirurgie. Donc, il y a plusieurs protocoles, donc je vais passer rapidement ici pour vous montrer juste cet aspect qui est important, donc la présence d'une maladie péritoniale. Donc, le développement des métastases péritonéales peut survenir jusqu'à 17% des cancers colorectaux. Et dans ce contexte-là, l'approche, c'est au niveau des défis en termes de traitement, mais aussi en termes de réponse thérapeutique. Donc, le pronostic est souvent mauvais lorsqu'il y a cette maladie péritoniale. Donc, il y a plusieurs essais cliniques qui ont été faits, qui sont réalisés. Souvent, chimiothérapie, chirurgie, là aussi, c'est à peu près les mêmes types d'approches. Donc, on arrive vers les thérapies ciblées. Donc, les thérapies ciblées, ce sont des approches qu'on appelle oncologie de précision. Donc, ce sont des approches où on va aller cibler en donnant des médicaments qui vont agir directement sur le type spécifique des récepteurs qui sont présents sur le type de cancer. Donc, ça demande de bien les identifier au départ. Donc, il y en a plusieurs qui ont été approuvés de ces thérapies ciblées. Et ce sont des options au départ pour les patients qui sont résistants à la chimiothérapie, mais on verra probablement dans les années qui viennent que ça pourrait être des options en première intention aussi. Donc, ce sont des noms pas faciles à retenir comme fruquintinib, regonarfinib, pembrolizumab. Donc, ce sont des thérapies qui sont très importantes. Donc, la surveillance, j'en ai parlé déjà de la surveillance après le traitement. Et puis, je vais vous parler aussi de l'importance de voilà, dans le cas des cancers précoces, où là aussi l'agressivité des traitements doit être mise en place pour permettre, ce sont des patients très jeunes qui parfois ont moins de 20 ans, moins de 30 ans. Euh, L'intelligence artificielle, alors il y a un intérêt croissant donc, dans l'intelligence artificielle parce que c'est une façon de pouvoir mettre en place un diagnostic beaucoup plus précoce, beaucoup plus, et aussi de pouvoir ne pas manquer des lésions, puisque l'œil humain est parfois capricieux. Il y a une étude qui a montré que faire des coloscopies l'après-midi, c'est beaucoup moins efficace que le matin. Et faire des coloscopies le vendredi, c'est moins efficace que le lundi. Donc, l'intelligence artificielle arrive dans ce contexte-là où les études qui sont nombreuses montrent qu'on peut arriver à trouver plus de polypes, puisque le logiciel d'intelligence artificielle est raccordé au logiciel d'endoscopie. Et puis, lorsqu'on fait l'examen, ça nous envoie des signaux, et puis après, on arrive à avoir des résultats. Donc, l'application est vraiment importante de ces outils. Et l'autre volet de l'intelligence, c'est sur la prédiction de la réponse selon les marqueurs, les biomarqueurs des patients. Parce que les patients, lorsqu'on va faire les analyses, on va prélever des données cellulaires pour avoir ces biomarqueurs. Donc, pour terminer, il nous reste 5 minutes. Donc, le cancer colorectal, c'est un problème mondial et la prévention, c'est vraiment la clé. Donc, le dépistage, c'est important. Donc, c'est un domaine qui évolue parce qu'il y a énormément de travaux sur les aspects moléculaires, de identification, de caractérisation, profil tumoral et aussi sur les aspects thérapeutiques. Mais le vrai défi actuellement, c'est vraiment l'augmentation chez les formes jeunes, l'augmentation de la prévalence chez les jeunes, les disparités d'accès, on le voit dans les commentaires, hein. Vous avez écrit Gabon, il n'y a pas de programme de dépistage. Bénin, il n'y a pas de programme de dépistage. Côte d'Ivoire, Congo, il y en a en Belgique, il n'y en a pas au Tchad, il n'y en a pas en RDC, pas au Sénégal. Donc, je vois dans vos commentaires qu'effectivement, il y a cette disparité.
Donc, l'adhérence, c'est le gros enjeu de l'adhérence parce que, effectivement, souvent, on va donner le kit de dépistage, les patients vont traîner avec et ne pas faire le test. Donc, la recherche continue, il y a plusieurs programmes et plusieurs protocoles. Je vous montrerai tout à l'heure le site qu'on appelle clinicaltrial.gov. Si vous avez un proche qui a un cancer du côlon, il y a plusieurs protocoles de dépistage, plusieurs essais cliniques en cours et parfois les participants peuvent aller voir sur ces sites-là pour voir s'ils sont éligibles. Donc, la sensibilisation reste clé et c'est ce qu'on fait. Vous allez être les vecteurs du relais de cette conférence qui va être prochainement publiée sur YouTube et vous pourrez partager auprès de vos proches, surtout en leur disant, comme souvent, lorsqu'on partage, il faut écrire un texte pour leur dire l'importance de se faire dépister, ne pas attendre qu'il y ait des symptômes. Donc, je vous ai donné au début de la conférence l'exemple de mon oncle qui était biologiste et qui, au moment de son diagnostic, avait des métastases et malheureusement qui est décédé après. Donc, les perspectives d'avenir sont des recherches sur le microbiome pour bien clarifier le rôle du microbiome dans le développement du cancer colorectal. Il y a de nombreuses études génomiques, notamment pour voir s'il y a des variants génétiques associés au risque de cancer. Et puis, les méthodes de dépistage non invasifs, notamment les tests sanguins. Il y a un article super intéressant qui a été publié dans la revue New England. Je partagerai. Si quelqu'un veut prendre cet article pour présenter au Journal Club, écrire en commentaire, je vais vous l'envoyer. Et puis, on pourra en discuter lors d'un prochain Journal Club. C'est un test sanguin qui permet de détecter les particules virales pas les particules virales, les traces de l'ADN de cancer dans le sang. Donc, la prise en charge du cancer, donc c'est multidisciplinaire, donc équipe médicale, éducation. Écrivez en commentaire exactement la phrase parce que je ne veux pas me souvenir si je vois juste moi, je vois quelqu'un écrit moi, mais il faut juste écrire le texte exact de ce que vous voulez. Sinon, à la fin du live, j'ai déjà oublié. Donc, éducation des patients, santé publique, et puis vraiment, l'accompagnement dans le traitement. Parce que là aussi, comme dans beaucoup de cancers, on traite le cancer, mais on traite aussi le patient autour de ce cancer. Donc, le rôle des nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, la télémédecine, et puis les biomarqueurs vont être importants. Et puis, très important aussi, la recherche des spécifiques à chaque population. Notamment, il y a des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui varient selon les populations. Euh, voilà, les défis, maintenant, c'est dans les pays aux ressources limitées où il y a un manque d'équipement. Donc, tout à l'heure, vous avez mentionné que dans beaucoup de pays, il n'y avait pas de programme de dépistage. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a accès aussi à de la coloscopie facilement? Donc, ça, c'est un enjeu. Les contraintes financières, parce que qui paye? Donc, une coloscopie a quand même un coût. Donc, qui est-ce qui doit payer ça? Donc, ça, c'est un autre enjeu important. Donc, il faut des stratégies pour ces pays-là. Donc, toujours insister sur la prévention, mais essayer de voir si la sigmoïdoscopie, qui est moins coûteuse, peut être réalisée. Après, on espère que les organisations mondiales, avec des partenariats publics-privés, peuvent aussi aider et puis permettre de diminuer le risque de cancer. Voilà, donc je pense qu'on a terminé avec cette conférence qui est vraiment un enjeu majeur. Et je vais prendre quelques questions. Je pense qu'on a à peu près 5 minutes ou 10 minutes, ouais, 5 minutes parce qu'après j'ai une autre conférence à donner. Alors, question. Donc, je vais arrêter le partage ici. Question. Bonsoir, docteur. Moi, j'avais une question. Je sais pas si je peux poser déjà la question. C'est qui? Je ne vois pas la personne. Marie-Trésor Hmm. Oui, Fanda. allez-y. Oui, Marie-Trésor à Fanda. oui, allez-y, Oui, posez votre question. Mhm. oui, c'était par rapport les facteurs protecteurs. Vous avez parlé de l'aspirine et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mhm. Oui, moi j'avais et aussi vous avez parlé oui des pilules contraceptives.
Mhm. Bon, est-ce que dans le cas d'une personne qui a un problème d'ulcère gastrique ou encore de gastrite, comment est-ce que cela va se passer au fait? En fait, j'ai insisté en disant que c'est des facteurs protecteurs qui ont été trouvés dans des études où on regarde les patients qui sont traités pour autre chose avec ces médicaments. Mais ce n'est pas des médicaments qu'on donne pour prévenir le Hmm, cancer. ok, Donc, ok. c'est vraiment important cette nuance-là. Oui, merci. Et enfin, par exemple, nous avons des patients qui sont atteints déjà de la pathologie. Est-ce qu'il y a une alimentation spécifique pour ces patients-là? Non, l'alimentation doit être la même. Le message de prévention va être appliqué à quelqu'un qui a un cancer ou pas du tout. Mais les patients qui ont déjà un cancer, c'est sûr que le risque de faire une rechute est quand même présent. Donc, on parle ici d'une alimentation qui a un apport suffisant en fibres, éviter, bannir complètement l'alcool, éviter le tabac, avoir une alimentation pauvre en viande rouge, en fumaison, grillade, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est important d'avoir cette approche même chez quelqu'un qui est déjà diagnostiqué parce que après traitement, il y a quand même un risque de récidive du cancer. Merci beaucoup. Bonsoir docteur, bonsoir tout le monde. Et c'est moi Bonsoir. Wilkenzi. J'ai Mhm. une question. Je m'attendais à ce que vous mentionniez pour les personnes qui ont l'habitude de faire le sexe anal ou encore les personnes homo. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de faire les cancers colorectaux en ayant ces genres de pratiques sexuelles? Est-ce que le risque est augmenté? Dans les études, c'est pas mentionné. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas mentionné dans les études comme facteur de risque. Ah, ok, merci docteur. Merci. Alors, Rachel, c'est à toi. Euh, Merci, docteur, de l'exposé. J'ai deux petites questions. La première est celle de savoir où se situe la douleur en cas de cancer du côlon. Comment savoir si c'est une douleur qui vient réellement du côlon? Et puis, deuxièmement, comment sont les selles d'un côlon malade? Merci. Merci à toi. En fait, c'est une question qui repose sur le territoire de la douleur parce que le cancer du côlon peut être présent partout. Ça peut être dans le côlon gauche, le côlon ascendant, le côlon transverse. Et la douleur peut parfois être localisée à gauche, à droite. Donc, il n'y a pas vraiment un site précis. Et la forme des selles dépend de la nature et de la position du cancer. Plus un cancer est situé à la sortie, plus et que ça obstrue, plus les selles auront tendance à être un peu filiformes, comme des baguettes, parce qu'il faut que le caca se faufile à travers le cancer. Plus un cancer est parfois un peu inflammé sur la paroi, parfois on peut avoir des selles un peu diarrhéiques. Donc les changements de selles, forme et consistance, c'est plus ça qui est important que la nature même de la localisation. Merci, docteur. Merci. Donc en cas de doute, c'est sûr qu'un examen clinique est important et puis éventuellement des examens radiologiques. Parfait. Parfait. Ensuite, qui d'autre dans la liste? Je pense que c'est Anissé. Ok, merci professeur pour la présentation. Alors, moi j'ai deux questions. La première est celle de savoir est-ce que en fonction de l'anatomie colorectale, y a-t-il une prédominance du cancer colorectal en fonction du segment où on se trouve dans l'intestin? Ça, c'est la première question. La deuxième question est celle de savoir en fonction de l'identité de tout un chacun concernant les facteurs de risque, c'est-à-dire si quelqu'un a une polypose adénomateuse familiale, quelle est la prise en charge pour prévenir
la survenue du cancer du côlon. Oui, donc ça, c'est un point important pour les maladies comme les polyposes. Le risque est très élevé. Donc, la surveillance, c'est vraiment les coloscopies qu'on fait très tôt. Par exemple, si on prend les polyposes juvéniles ou les polyposes adénomateuses familiales, lorsqu'on regarde à 40 ans, 100% ont déjà eu un cancer. Donc, ça veut dire qu'on va commencer la surveillance tôt, dès l'âge même de 20 ans. Même chose pour le syndrome de Lynch. Maintenant, si on a un tableau comme une polypose juvénile qui a commencé à l'enfance, c'est des patients qui ont déjà eu à commencer les coloscopies dès l'enfance. Donc, dans ce contexte, au moment de la transition, il faut poursuivre. La question maintenant, c'est quelle est la fréquence? Et ce qu'on a vu dernièrement, on est en train de faire un travail dessus justement pour voir, c'est que lorsqu'on a des polypes qu'on a enlevés qui sont de moins de 1 centimètre en taille, on peut espacer la fréquence de coloscopie à 3 ans, 5 ans. Mais si on a des polypes qu'on a enlevés qui sont de plus de 1 centimètre, on va faire une coloscopie annuellement à chaque fois. Donc, si l'année prochaine, on en trouve encore un de 1 centimètre, et ainsi de suite, on continue. Donc, c'est un peu ce qu'on a comme fréquence. Maintenant, quel est le site par rapport au cancer? Donc, c'est sûr que le site varie, mais c'est souvent le cancer du côlon gauche, sigmoïde rectum. C'est pour ça aussi que 65-70% de ces cancers étant situés là, on va parler souvent, vous entendez sigmoïdoscopie pour le dépistage. Mais il faut noter que les cancers du côlon droit sont aussi possibles, donc 30 à 35%, qui peuvent être dans le sécom ou dans le côlon ascendant jusqu'à l'angle hépatique. Et souvent, ces cancers-là sont souvent beaucoup plus chez les femmes âgées, alors que les hommes jeunes, c'est souvent côlon gauche ou rectum aussi. J'espère que ça Ok, répond à ta question. ok, merci professeur. Mais est-ce qu'il arrive en cas de polypose adénomateuse familiale, est-ce qu'il Mhm. arrive de faire par exemple une colectomie totale pour Oui, éviter que le cancer ne survienne? oui, c'est l'approche en général. Lorsqu'on fait des coloscopies de dépistage, à un moment donné, on fait juste une colectomie parce que l'idée, c'est juste pas faire la colectomie trop tôt. Des fois, en pédiatrie, on va attendre un peu que l'enfant ait fini la puberté. Mais souvent, c'est des patients qui vont finir avec une colectomie. Parce que lorsqu'il y a 100 polypes, tu ne peux pas enlever tous les 100 polypes et au milieu, il y aura un petit cancer parmi tous ces polypes. Donc, c'est pour ça qu'on va faire la colectomie pour diminuer le risque. Bon, merci professeur. Merci. Ensuite, Cyril. Cyril, à toi le micro. Merci, docteur. Bonsoir à vous. Bon, déjà, j'ai deux questions, s'il vous plaît. Mhm. J'aimerais savoir s'il existe un lien entre le cancer colorectal et peut-être maladie d'hémorroïdes, ou alors si l'un peut entraîner l'autre. Et ensuite, j'aimerais avoir l'espérance de vie d'une personne atteinte du cancer colorectal, s'il vous plaît. Merci. Donc, la première question, la réponse est non, parce que les hémorroïdes sont la présence de tuméfaction des veines au niveau de la région de l'anus et puis du rectum. Et ces hémorroïdes-là ont un mécanisme différent, même s'il y a des facteurs communs comme la constipation, qui est un facteur commun entre cancer et hémorroïdes. Mais quand je dis constipation, c'est alimentation pauvre en fibres aussi, tout ça qui entraîne la constipation. Mais il n'y a pas de lien entre hémorroïdes et cancer. Donc, si quelqu'un a des hémorroïdes, le risque de cancer n'est pas plus élevé. Ce n'est pas une indication de surveillance. Et la deuxième question sur la survie, on a vu que selon le stade, la survie varie. Je vais vous montrer une image ici pour vous présenter les graphiques. Je pense que je l'avais affiché, mais je vais vous le réafficher. Donc, c'est un stade 1, c'est à peu près 90% de survie lorsque le stade est localisé. Et lorsque le stade est avancé, donc avec des métastases, ça peut tourner autour de 15%. Donc, c'est vraiment très variable selon le stade. D'où l'importance
de faire le diagnostic tôt parce que plus tôt, on a plus de chances. Et donc, les stades dépendent vraiment beaucoup de la présence d'un cancer qui commence à se promener, aller partout ailleurs. Et à ce moment-là, ça devient un problème important. Et les métastases, comme je disais, poumons et foie, c'est aussi un peu l'anatomie qui font que, on a ce type de métastases-là. D'accord. Merci, docteur. Merci. Ensuite, qui d'autre avait une main levée? C'est Marina. À toi le micro. Merci, professeur, pour la présentation. S'il vous plaît, professeur, au début, vous avez dit que les patients qui souffrent d'un cancer colorectal, les patients jeunes qui souffrent d'un cancer colorectal ou qui sont à risque, peut-être à cause des prédispositions génétiques, on doit conserver leurs spermatozoïdes et leurs ovules. Je voudrais savoir quelle en est la raison. Est-ce en rapport avec la chimiothérapie ou bien, je sais pas, le cancer du côlon a un risque de diminuer la fertilité, je sais pas trop. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Oui, en fait, cette remarque est la même qu'on donnera dans beaucoup de cancers, qu'il s'agisse de leucémie ou certains cancers invasifs qu'on trouve chez les jeunes. C'est parce que il y a une agressivité des traitements qu'on utilise lorsqu'on fait les cancers, la prise en charge des cancers. La chimiothérapie et la radiothérapie vont aller agir sur votre usine à la conception. Donc, les spermatozoïdes ou les ovules vont se retrouver dans le champ de bataille des traitements du cancer, que ce soit la radiothérapie ou la chimiothérapie, d'où l'importance de la conservation. Alors, D'accord, merci, professeur. merci à toi. Et Donc, ça, c'était le schéma pour celui qui a posé la question précédemment, pour vous montrer donc les différents stades. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4 et l'évolution et la présence de ces métastases. Alors, je vais prendre encore deux questions parce que je dois commencer une autre réunion et il faut que je me prépare. Alors, c'est qui la dernière question? Alban, à toi le micro, Alban. Bonsoir, professeur, et merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'est juste vérifier la place des médecins généralistes dans la prise en charge du cancer colorectal. Excellente question. Je dirais que c'est une place essentielle déjà aux deux extrémités de cette problématique. En prévention, donc prévention primaire, conseil, hygiène de vie. En dépistage, ici, par exemple, au Québec, les personnes qui ont 50 ans ont accès à un dépistage. Vous allez dans des centres où avant, c'était des centres où on faisait la vaccination et puis on vous donne un kit et puis vous faites votre dépistage. Donc, ce dépistage-là, c'est le médecin de famille qui peut aussi vous le donner, comme le kit lorsque vous avez un médecin de famille. Donc, les points de services locaux sont accessibles pour les 50-74 ans. Et ce dépistage-là n'est pas possible si vous avez déjà été inclus dans un programme. Donc, je vais vous donner le numéro, comme ça vous pouvez aussi noter et prendre rendez-vous pour ceux qui sont au Québec, qui sont éligibles pour avoir ce dépistage. Troisième chose, le médecin de famille va aussi intervenir dans tout ce qui est prise en charge globale au-delà de la médication, parce que lorsqu'on va traiter les patients, on va aussi traiter l'humain parce qu'il n'y a pas que le cancer. D'ailleurs, vous le verrez, dans certains centres de cancérologie, on parle aussi de l'approche holistique, de la prise en charge, bien-être, santé mentale. Il y a même des cours de cuisine qu'on fait dans certains centres de cancérologie. Et le médecin de famille va aussi travailler sur tout ce qui est la vaccination, sur tout ce qui est habitude de vie, alcool, tabac, par exemple, la question de sexualité pour certains cancers, certains traitements peuvent diminuer tout ce qui concerne la fonction érectile ou tout ce qui concerne la continence. Donc, il y a tous ces aspects qui sont importants pour un médecin de famille. Parfait. Donc,
merci. On va terminer ici. J'aurais voulu prendre d'autres questions, mais il faut vraiment que je commence ma prochaine réunion. Donc, l'enregistrement sera disponible quand j'aurai le temps de les mettre en ligne. N'oubliez pas d'aller sur le site. Je vais partager de nouveau le lien parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans l'académie pour remplir votre formulaire de présence et aussi votre formulaire de votre évaluation pour avoir accès à votre certificat. Donc, vous pourrez mettre comme crédit, on a commencé à quelle heure? 13 heures, hein? Je pense que vous pouvez mettre de 1h30, c'est ça? Non, 13 heures, 14, 15 heures, 2 heures, pardon. Vous pourrez mettre 2 heures de conférence ici. Je vais juste partager le lien et puis vous allez pouvoir aller là-bas et puis vous aurez les certificats qui seront envoyés comme d'habitude après avoir rempli le sondage et puis c'est le numéro 2 Desktop Tool. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux, qui connaissent pas, est-ce que vous voyez le nouvel écran ici? Oui, parfait. Donc vous allez dans le calendrier ici et puis vous allez choisir l'atelier aujourd'hui, cet atelier. Et puis vous allez avoir le formulaire en dessous. Il faut qu'on le mette en ligne. Comme pour celui de la semaine dernière, vous aurez le formulaire. C'est un formulaire avec ici, certificat de participation. Et vous mettez ici 2 heures. Et dans le titre de l'atelier, vous avez le titre ici que vous allez juste cocher ici. Donc, ça va apparaître sur... puis vous notez votre évaluation. Et puis vous notez ce que vous avez appris et retenu et qu'est-ce que vous aurez aimé apprendre. Et si vous avez des questions additionnelles, vous pouvez mettre là. Ça pourra faire... Toute cette section-là peut faire l'objet d'un autre atelier sur ce thème ou sur un autre thème. La boîte est souvent ouverte, donc n'hésitez pas si vous avez des thèmes à mettre, même d'autres thématiques que vous voulez obtenir. Donc, c'est vraiment intéressant cette option-là. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée et on se retrouve pour le prochain atelier qui se passera le 6 avril et on va parler de l'autisme. Donc, c'est important cet atelier sur l'autisme. Donc, merci beaucoup et puis bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Merci, professeur. Merci, professeur. Bye. Merci, bye Merci, bye. docteur. Bye. Bye Professeur. bye. Merci Merci, beaucoup, professeur. professeur. Merci, Merci, docteur. Merci, docteur Sourire. Bye Merci pour vos bye. À la Merci. prochaine, docteur. Bye bye. Bonne soirée. Bye Au bye. revoir.